plus 15%. Plus 15%, c'est l'augmentation que vous êtes certain d'avoir sur votre facture de gaz et d'électricité en janvier et février 2023. Et encore, si vous avez du gaz et de l'électricité. Parce que de plus en plus, on parle de pénurie de gaz et d'électricité pendant cet hiver. Et moi, je me demande vraiment comment on en est arrivé là. Et puis, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va se traîner ce problème d'électricité et d'énergie pendant plusieurs années? Et enfin, comment on peut faire pour s'en sortir? Et pour en parler avec vous, eh bien, j'ai invité un spécialiste, Maxime Amblard. Maxime Amblard, bonjour. Bonjour. Donc, alors, vous êtes ingénieur en physique nucléaire et puis vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Abondance et pénurie et qui doit paraître en octobre. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est en fait pour comprendre ce que c'est que ce marché européen de l'électricité. En fait, on ne comprend pas bien aujourd'hui pourquoi on paye notre électricité aussi cher, pourquoi les factures ont augmenté de 15%. Et encore, pour les particuliers, grâce au bouclier que met en place l'État, parce que les entreprises, elles, c'est du no limits et elles risquent de voir leur facture multipliée par 10. Donc, pourquoi on arrive à des prix pareils? Et puis, comment ça fonctionne, en fait, ce marché européen de l'électricité? Oui, vous avez raison de poser la question parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes se posent cette question-là parce qu'on en arrive à un phénomène qui est vraiment aberrant finalement. Parce que notre électricité, on sait qu'en France, elle est produite en grosse partie par le nucléaire, 69% en 2021. On sait à peu près plus ou moins bien d'ailleurs dans les consciences des personnes que l'électricité nucléaire n'est pas si chère que ça. Et pourtant, on se met à avoir des prix de l'électricité énormes et on nous dit par-ci par-là que oui, c'est corrélé avec l'augmentation du prix du gaz. Alors, avant d'aller dans le détail, je vais quand même essayer de restructurer, de détailler un peu comment fonctionne le marché de l'électricité, de quoi il est composé, pour mieux comprendre plus tard d'où viennent les problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors, depuis les années 1980, fin 1990, début des années 2000, en Europe, on a la mise en place d'un marché de l'électricité concurrentiel et libéralisé qui se structure de la manière suivante. Donc, d'un côté, au début de la chaîne, nous avons les producteurs d'électricité qui vendent leur électricité sur des marchés. Les marchés, je reviendrai plus tard, du coup, pour détailler ce que c'est. Donc en France, principalement, nous avons EDF, mais nous avons aussi Engie, Total Energy, qui produit un peu d'électricité, et beaucoup de producteurs d'électricité renouvelable. Et ça aussi, je reviendrai aussi en détaillant pourquoi on a surtout des petits producteurs d'électricité d'origine renouvelable intermittente, éolien photovoltaïque. On a juste après un transporteur qui est censé du coup acheminer l'électricité depuis le producteur vers le distributeur et ça concerne l'électricité à haute tension. Et son rôle est également d'assurer l'équilibre entre la consommation et la production. Parce que l'électricité est un flux d'énergie, donc ça doit toujours être à l'équilibre, parfait équilibre entre la consommation et la production. Ça ne se stocke pas, ou ça se stocke très mal, en tout cas pas sous forme électrique. Et en France, celui qui se charge de ça, c'est RTE. RTE qui est détenu à 51% par EDF et qui est encore un monopole public aujourd'hui. Il n'y a pas de concurrence à RTE. Ensuite, nous avons, comme je l'ai dit précédemment, les distributeurs qui, lui, se chargent de faire la distribution de l'électricité à basse tension au niveau local. Donc, en France, on a principalement un distributeur qui est presque en quasi-monopole national, qui est Enedis, filiale d'EDF, mais on a quelques cas particuliers historiques, comme GEG, par exemple, Gaz et Électricité de Grenoble, qui se charge de la distribution de l'électricité et du gaz dans l'agglomération grenobloise. Et enfin, en tout dernier, en bout de chaîne, et ça c'est un peu une nouveauté qui est apparue, une complexité qui est apparue avec l'apparition du marché de l'électricité européen, il s'agit des fournisseurs. Et les fournisseurs, ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément productrices d'ailleurs, qui peuvent juste faire de la fourniture, qui achètent l'électricité sur les marchés, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui concluent des contrats avec les consommateurs pour leur vendre, du coup, cette électricité. En France, EDF est un fournisseur, d'ailleurs c'est le fournisseur principal encore, mais on a d'autres fournisseurs alternatifs, Engie, Total qui sont aussi producteurs, mais aussi Enercop et plein d'autres, comme on avait eu Leclerc Énergie avant qu'ils se cassent la figure récemment.
On a plein d'autres fournisseurs alternatifs, qu'on appelle alternatifs par opposition avec le fournisseur historique qui est EDF. Donc ça, c'est la structure du marché aujourd'hui de l'électricité, de la production à la consommation. Du coup, j'ai parlé de marché, là où les producteurs vendent et les fournisseurs achètent. Ce marché, on appelle ça un marché de gros de l'électricité, et il est lui-même composé de différentes petites entités à l'intérieur qui permettent de faire toute cette tambouille entre producteurs et fournisseurs pour pouvoir s'échanger de l'électricité. Et ça, c'est vraiment apparu avec la libéralisation et la mise en concurrence du marché de l'électricité dans les années, fin des années 90-2000. Avant, il n'y avait pas du tout ce marché-là, parce que finalement, celui qui faisait la fourniture, c'était que EDF, et l'aspect fourniture, c'était juste compter l'électricité que chaque client avait consommée et leur facturer en conséquence la somme qu'il devait. C'était juste ça. Donc, dans ce marché gros, nous avons 3 entités différentes. Le marché à terme, le marché spot et, petite exception française, l'AREN. Je vais détailler ces trois aspects-là rapidement. Le marché à terme, c'est un marché qui permet aux fournisseurs d'acheter de l'électricité sur du long terme, en fait, sur la semaine, le mois, les années qui viennent, jusqu'à 3 ans au maximum. Ça permet, en fait, d'avoir une vision assez long terme, mais pas trop non plus, pour les fournisseurs, afin d'acheter de l'électricité, un prix de l'électricité qui est estimé, d'ailleurs, qui est un peu spéculé sur la base des prix du marché spot, dont je vais parler juste après. Et sur ce marché-là, en quelque sorte, les fournisseurs vont acheter ce qu'ils sont quasiment sûrs de devoir vendre aux consommateurs qu'ils ont, à leurs clients. Il y a toujours en fait une consommation en base qui évolue en fonction des saisons, mais qui est relativement prédictible, et du coup, ils sont à peu près sûrs de devoir vendre au moins cette valeur-là. Ensuite, on a du coup le marché spot. C'est ce qui leur permet en fait de vous garantir, vous, un prix de l'électricité quand ils vous font des factures, en fait. Exactement, parce qu'ils l'ont acheté sur des années. Un peu comme, c'est un peu comme Airbus qui achète son essence très 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 longtemps à l'avance grâce à des produits dérivés pour être sûr d'avoir un prix du carburant qui est toujours le même presque 1 an à l'avance, qui lui permet de vendre des billets d'avion en sachant qu'il ne va pas perdre d'argent. Exactement, et d'avoir un peu de visibilité. C'est d'avoir de la visibilité. Ouais. C'est ça. Sauf que, on verra que finalement, la visibilité n'est pas si bonne que ça avec ces marchés-là, parce qu'ils sont très, très volatiles, en fait. Et notamment le marché spot, qui, lui, du coup, est un marché plus court terme, qui se fait à J-1, en fait. Le marché spot, à J-1, il dit, en fonction des prédictions du fournisseur, du transporteur, de RTE, en fonction de ces prédictions, il dit, vous allez devoir vendre tant d'électricité ce jour-là. Donc, ça affine vraiment la consommation estimée d'électricité avec les variations journalières. Et là, on va avoir nos fournisseurs d'électricité qui vont se mettre à acheter de l'électricité pour des heures en particulier, pour combler le manque qu'il leur reste à combler et éviter d'avoir des pénalités de manquement au contrat. Donc, c'est des pénalité qui arrivent si jamais ils n'ont pas vendu assez d'électricité par rapport à ce qu'ils ont promis. Ça incite les fournisseurs à vraiment caler au plus proche leur achat d'électricité par rapport à ce qu'ils doivent vendre. Et dans ce marché spot, on a un tout petit marché en précis qui, lui, est intra-journalier, qui est vraiment juste pour faire les ajustements à la dernière minute, on va dire quasiment à la dernière heure. Mais il est petit, et du coup, on va l'inclure dans le marché spot. Et c'est là, l'AREN, j'y viendrai après, mais tant qu'on est sur le marché spot, c'est là où intervient le mécanisme de calcul du prix de l'électricité. Parce que c'est les prix qui sont affichés dans le marché spot qui vont permettre de faire les estimations qui arrivent sur le marché à terme, en fait. Donc, tout découle vraiment du prix calculé sur le marché spot. Et pour ça, je dois vous définir ce qu'est le coût marginal, du coup, de production. Le coût marginal, c'est ce que l'entreprise va devoir débourser pour produire la dernière unité qu'il produit en plus. Donc, ça s'applique très bien à du pain, par exemple, mais ça s'applique aussi à de l'électricité en soi. Donc, c'est le coût supplémentaire dû à la production d'1 kWh à injecter sur le réseau. Et en première approximation, en gros, c'est le coût du combustible utilisé. Ça revient à ça. Il y a de la maintenance supplémentaire, évidemment, mais elle est vraiment à la marge par rapport à ce que représente le coût du combustible, surtout pour les centrales à production d'électricité par énergie fossile. Donc, pétrole, gaz, charbon. Le nucléaire, lui, a un coût marginal de production qui est beaucoup plus faible parce que dans son coût de production, une grosse part
est représenté par les coûts fixes dus à la construction d'un réacteur nucléaire qui est quand même très très long et très cher, même si aujourd'hui c'est plus cher avec l'EPR que ce qu'on a estimé, mais c'est une autre question. Et pour ce qui est du renouvelable, le barrage c'est un peu pareil que le nucléaire, parce que finalement il suffit d'ouvrir les vannes, donc c'est encore moins cher à leur coût marginal, il suffit d'ouvrir les vannes et puis on produit l'électricité. Oui, c'est pour l'éolien, zéro le coût marginal. Le coût marginal du barrage, c'est presque zéro. Oui, quasiment, ouais. Il y a une maintenance un peu plus importante que sur l'éolien et le photovoltaïque, mais c'est quasiment zéro. Et puis l'éolien et les photovoltaïques, eux, là, c'est complètement zéro. Parce que bon, quand le vent tourne, ça tourne, et puis finalement, il n'y a même pas de combustible. Alors que pour l'hydraulique, vu qu'il y a une gestion à faire sur l'eau qui est utilisée aussi pour d'autres aspects, pour l'irrigation, pour le tourisme, etc., bon, finalement, on met parfois des coûts marginaux qui sont plus élevés pour ne pas se faire appeler en priorité sur le marché de l'électricité. Du coup, ça fait une bonne transition avec comment sont classés les modes de production d'électricité en fonction de leur coût marginal, par la logique du merit order. Du coup, le prix de l'électricité va être calé sur le coût marginal de production de la dernière unité qui rentre en production pour fournir de l'électricité sur le marché. Et là, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a un gros problème. C'est parce que cette théorie économique marginaliste, en fait, qui du coup fixe le prix de l'unité qu'on achète en fonction du prix du coût marginal de production de la dernière unité qui a été produite, elle ne considère pas les contraintes physiques intrinsèques à un système électrique qui doit être toujours équilibré entre l'offre et la demande. Et pour équilibrer cette offre et cette demande, notamment sur la minute, sur l'heure qui vient, il faut qu'on ait des moyens de production d'électricité qui soient très flexibles et qui peuvent avoir des variations de puissance assez rapidement, surtout pour atteindre la pointe de 19 heures, mais aussi il y a des pointes de 10 heures quand on regarde le profil d'évolution de la consommation d'électricité. Et ça, physiquement, les éoliennes intermittentes et le photovoltaïque ne peuvent pas, parce que c'est au gré du soleil et du vent qu'ils le font, donc on n'a pas la main dessus. L'hydraulique au fil de l'eau ne peut pas non plus, c'est en fonction du cours d'eau. L'hydraulique de barrage peut, mais comme je vous ai dit, il y a une gestion entre l'irrigation, entre le tourisme, entre les besoins d'autres, parce que c'est une ressource quand même qui est utile pour autre chose que l'électricité, l'eau. C'est moins flexible que prévu. Le nucléaire n'est pas si flexible que ça quand il s'agit de faire des variations de puissance. Bon, si on fait 1% de variation sur tout le parc nucléaire, ça fait quand même 600 MW qui est injecté sur le réseau, c'est pas rien. Mais un seul réacteur va pas pouvoir faire une montée en puissance ultra rapidement, de l'ordre de la minute ou de la quinzaine de minutes. Les seuls modes de production qui permettent ça, ce sont les modes de production fossiles et surtout le fioul et le gaz. Et donc finalement, on se retrouve à avoir un prix de l'électricité avoir une logique de merit order qui est biaisée et qui fait que la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, le prix de l'électricité est calé sur les prix du gaz. Ou même plus récemment, vu que les prix du gaz, le combustible, le gaz a augmenté énormément, on se retrouve à avoir ça calé sur les prix du fioul. Parce que ce sont les centrales à fioul qui vont être appelées en premier finalement. Alors que d'ailleurs le fioul émet 3 fois plus de CO2 que le gaz et qui en émet 10 fois plus que les centrales nucléaires. Vous voyez un peu la logique qu'il y a derrière, qui n'est pas du tout respectueuse de l'environnement et de notre lutte contre le réchauffement climatique. Et cette logique de merit order, du coup, induit également des prix volatiles qui ne permettent pas d'avoir une vision à long terme pour les producteurs d'électricité, mais aussi pour les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est pas si grave que ça, c'est surtout pour les producteurs. Et du coup, ça les encourage pas vraiment à investir dans des modes de production d'électricité, parce qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir garantir la rentabilité de leur production. Parce qu'on couvre que les coûts marginaux de production, on couvre pas l'entièreté du coût de production. Et pendant très longtemps, à part récemment, par exemple, le prix du gaz et la tonne de CO2, aussi le coût de la tonne de CO2 était très faible, notamment dans la période un peu de récession économique qu'on a vécue depuis 2012. Ils étaient très faibles et du coup, on avait un prix de l'électricité qui était inférieur au coût de production du nucléaire, au coût de production total du nucléaire. Le prix de l'électricité le prix spot tournait autour de 37 € le mégawattheure. Le coût de production du nucléaire total, c'est plutôt entre 50, 60, 70, ça dépend si on prend en compte le carénage ou pas.
Donc, pour faire du nucléaire, c'est quand même compliqué. Oui, mais j'ai l'impression, si on prend le prix que vous indiquez, là, qu'on est en dessous de tout. C'est-à-dire qu'à 30 euros le mégawattheure, alors j'ai peut-être les mauvais chiffres, hein, c'est vous le spécialiste, mais il me semble que l'éolien, c'est aux alentours de 100 à 200. Parce que moins cher que le nucléaire, je crois qu'il n'y a que les barrages hydroélectriques. C'est ça. Et que tout le reste est plus cher que le nucléaire. C'est ça. Donc le nucléaire était un exemple, mais... Du coup, on avait intérêt à investir dans rien du tout, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, on se retrouvait avec des fermetures de centrales pilotables au charbon et nucléaire, parce qu'en Allemagne, ils ont arrêté le nucléaire, en France, on a arrêté Fessenheim. Ils ont aussi un peu arrêté les centrales au charbon au niveau de l'Europe pour des questions de contraintes environnementales. Enfin, la législation environnementale s'est durcie, et ça ne valait pas le coup de remettre à niveau ces centrales à charbon, il valait mieux les arrêter. Donc on avait de moins en moins de production pilotable, et on s'est mis à avoir de plus en plus de production intermittente, non pas parce que les producteurs, enfin les producteurs sont mis à dépenser de l'argent pour acheter des éoliennes et des photovoltaïques parce qu'ils étaient sûrs de pouvoir rembourser leur coût de production, c'est pas ça, parce qu'on a dû trouver une rustine pour pallier à ce problème-là, qui sont les subventions. Donc on s'est mis à subventionner la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques par l'intermédiaire de tarifs de rachat garantis. Donc, au final, on garantit aux constructeurs et aux producteurs d'électricité éolienne et photovoltaïque un prix auquel on va vous racheter l'électricité de façon garantie. Donc, si les prix de l'électricité sont... l'État, nous. C'est nous. C'est l'État, nous, c'est EDF. Non, c'est nous via le CSPE. Donc, dans l'électricité que vous payez, dans votre facture à la fin, il y a une partie qui correspond au CSPE. Et ça, c'est les subventions qui sont données aux producteurs d'énergie renouvelable pour leur garantir de couvrir leur coût de production. Donc, si les prix spot sont inférieurs aux prix garantis, le gap entre les deux, c'est l'État, par l'intermédiaire de ces impôts-là, qui paye la différence. Et ça explique le fait que des gens comme Total, par exemple, moi je me souviens du précédent président de Total, celui qui est mort en Russie d'un accident d'avion, qui disait l'éolien c'est du vent. Donc sous lui, il y a eu 0 éolienne de mise. Et puis après, Total s'est mis à faire de l'éolien. C'est à cause de ces subventions qui lui permettent finalement d'être sûr. Finalement, il construit un truc, il sait déjà que c'est vendu pendant les 10 prochaines années et que l'amortissement est fait, que c'est tranquille pour lui. Exactement, et il n'y a pas que Total d'ailleurs, il y a tous les fournisseurs alternatifs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, la production, la concurrence sur la production s'est énormément développée sur l'éolien et le photovoltaïque, mais pas sur le reste. Parce que sur l'éolien et le photovoltaïque, ils sont sûrs d'être gagnants, en fait. Ils sont sûrs de couvrir leur coût de production, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, c'est sûr que ça incite à... Et puis, plus Total, pour le cas de Total, ils sont doublement gagnants, parce que le fait de mettre de l'éolien et du photovoltaïque, ça oblige à mettre du backup, à mettre des systèmes qui permettent de produire de l'électricité si jamais il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Et comme je vous ai dit, il faut quand même de la flexibilité, donc généralement, c'est du gaz. D'accord. Voilà. Oui, donc en plus, ils vendent du gaz, quoi. Voilà, et Total détient aujourd'hui une partie des centrales fossiles qu'on a en France. D'accord. Tout n'est pas détenu par EDF. Ça se partage ça se partage une vingtaine de % pour chaque partie entre Engie, Total et EDF. D'accord. Oui, tu avais une question. Ah, pardon. Alors pourquoi, donc là on comprend maintenant pourquoi on est indexé sur le prix du gaz. Enfin, on comprend qu'on est indexé sur le prix du gaz. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'on est sur ce marché européen bloqué sur le prix du gaz? Est-ce qu'il y a une vraie raison technique à ça ou une raison politique? C'est pas une raison, en tout cas, il n'y a pas une raison technique, à mon avis, ni physique, c'est une raison économique. Sans vouloir bâcher les économistes, mais ils se sont dit que la logique du merit order, donc du coût marginal, comme je vous ai expliqué, pouvait s'appliquer sur les monopoles naturels, notamment sur la production d'électricité. C'est pas tout à fait un monopole, ça marche beaucoup mieux au monopole, parce que c'est aussi stratégique. En fait, c'est extrêmement stratégique, l'électricité. Et contrairement à d'autres biens de consommation, on ne peut pas se permettre de dire si l'électricité est trop chère, vous ne l'achetez pas.
au consommateur, tu qu'à l'arrêter de l'acheter, et parce que c'est un bien de première nécessité, en fait. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir cette logique-là. Et c'est également quelque chose d'ultra stratégique et qui doit bénéficier d'une vision de long terme. En fait, l'électricité cumule un peu toutes les particularités qui font que cette logique de merit order ne fonctionne pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on a vu arriver au fur et à mesure du temps des rustines qui se sont accumulées sur ce marché de l'électricité pour essayer de pallier aux problèmes que posait ce système de calcul. Donc on a les subventions pour les renouvelables, on a l'Arenh qui permet aux fournisseurs d'électricité concurrents d'EDF d'acheter un certain montant, 100 TWh jusqu'en 2022, et là c'est passé à 120, à un coût fixe de 42 € le mégawattheure, qui d'ailleurs n'a pas été réévalué depuis 2012, qui est censé couvrir les coûts de production, mais qui ne couvre plus du tout, ce qui fait que EDF va perdre en fait un quart de sa production à ses concurrents. Voilà. Et ils ne sont pas obligés de passer sur le marché, donc ils vont se servir d'abord chez l'Arenh, quand les prix sont trop hauts, puis après ils vont se servir sur le marché de long terme, le marché spot. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il y a dans les autres pays européens. Non, ça c'est une spécificité. Je crois que c'est une spécificité française. Et on peut cracher, on peut jeter la pierre sur l'Arenh, mais finalement c'est une spécificité française qui, dans le bras de fer entre la France et la Commission européenne pour imposer cette libéralisation du marché de l'électricité, a permis de sauver EDF, ou du moins de gagner du temps en fait. Parce que dans d'autres pays européens, et le premier à avoir fait ça, ça a été le Royaume-Uni sous Thatcher, bon ça c'est indépendant de l'Union européenne, hein, mais sous Thatcher, cette volonté de libéralisation après la crise pétrolière de 73, donc l'échec des politiques keynésiennes et puis cette espèce d'adhésion aux théories de Friedman, libérales de Friedman, fait qu'ils ont détruit l'équivalent d'EDF, qui était un monopole public intégré. Ils ont détruit cet équivalent-là au Royaume-Uni, et d'autres pays européens l'ont également fait. Nous, on avait à cœur de garder EDF, de gagner du temps en fait pour sa survie. Donc, on a mis en place l'Arenh qui fait faire des pertes à EDF, mais qui permet de continuer à avoir notre entreprise un peu chérie en France, pour l'instant du moins. Parce qu'on a vu les projets Hercule, le projet Hercule du dernier quinquennat qui n'a pas abouti, ou même continue à avoir des demandes de la Commission européenne de diviser EDF en 3 morceaux, de l'éclater totalement pour la mettre juste à la hauteur des autres entreprises pour développer la production en concurrence et la fourniture. Et d'ailleurs, en France, on a également une autre spécificité, on a gardé le tarif régulé. On a gardé le tarif régulé, c'est-à-dire que vous avez possibilité de souscrire à un tarif qui n'est pas forcément aligné sur les marchés, sur les prix spot ou les prix sur le marché à terme, mais qui sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Et en 2017, la méthode de calcul a changé, du tarif régulé, et elle prend en compte maintenant le fait qu'elle doit permettre aux concurrents, fournisseurs alternatifs, de toujours être rentables. Donc en fait, le tarif régulé suivait l'augmentation des prix de l'électricité due à l'augmentation des prix spot, même s'il y avait davantage de stabilité, ça devait toujours garantir que les fournisseurs alternatifs soient rentables. Et ça continue à augmenter, c'est pour ça que notre facture a continué à augmenter d'ailleurs. Mais là, en 2022, c'était insoutenable en fait de garder ça, sinon les prix allaient exploser pour les consommateurs lambda. Et du coup, c'est là où intervient le bouclier tarifaire, où l'État s'est écarté de cette logique-là et a mis un tarif régulé qui est inférieur à ce que les fournisseurs alternatifs peuvent fournir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fournisseurs alternatifs qui mettent la clé sous la porte, parce qu'ils ne peuvent plus du tout être concurrents vis-à-vis de ce tarif-là. Mais par contre, les entreprises n'ont plus le bénéfice du tarif régulé depuis 2015. Les tarifs régulés ont sauté en 2015, d'ailleurs, c'est ce qui était prévu aussi en 2023 pour les consommateurs, de ne plus avoir de tarifs régulés, et de n'être que sur les tarifs du marché, les prix du marché. Donc les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas le choix, et elles morflent énormément. Elles ont des prix d'électricité qui explosent. On voit certaines entreprises françaises qui ont besoin d'énormément d'énergie, comme ceux qui font du verre, par exemple. Ah oui, qui dans le nord de la France, j'ai le nom. Même l'aluminium, mais qui ferment pendant tout l'hiver parce qu'ils ne seront pas capables de fabriquer du verre à cette période-là, ça coûte trop cher. On voit des piscines municipales qui ferment aussi parce que la facture a été multipliée par 10. Et c'est d'autant plus inquiétant que les cours du marché à terme, donc même pas les prix spot, où là c'est volatile, ça peut montrer très haut, mais c'est découpé heure par heure, donc finalement
Mais les prix plus long terme, ils sont censés être plus lissés. On a eu quand même en août un pic à 1 000 € le mégawattheure. Alors qu'on était jusqu'à maintenant plutôt autour de 40 € le mégawattheure dans les années précédentes. C'est énorme, c'est incroyable. Oui, puis quand on voit quand on voit le prix de fabrication de l'électricité nucléaire à 60 € le mégawattheure, on dit de 60 à 1000, enfin c'est des augmentations titanesques. Il y a une autre façon de le voir, c'est si on avait gardé vraiment une énergie nucléaire suffisamment importante et suffisamment de réacteurs et qu'on avait continué à investir là-dedans, aujourd'hui à 1 000 € le mégawattheure, on serait le Qatar de l'Europe, quoi. Vraiment, on vendrait une électricité à 1 000 € alors qu'on la fabrique à 60. C'est un peu ça. Mais c'est au détriment d'Europe, quoi. Mais ça reste au détriment du consommateur quand même. Oui, alors que non, mais on vendrait aux Allemands, on vendrait au reste de l'Europe à des prix. Oui, largement. À des prix incroyables. Et alors que jusqu'à l'arrivée de ce marché de l'électricité, on avait une politique globale, monopolistique d'EDF. Et le but d'EDF, c'était de garantir les prix les plus bas tout en couvrant les coûts de production, en fait. Donc, le calcul du prix de l'électricité se faisait au prorata de la contribution de chacun des modes de production, à hauteur de leur coût de production total, en fait. Donc, comme en France, aujourd'hui, le gaz ne fait que 7%, enfin, en tout cas, en 2021, ne faisait que 7% de la production d'électricité, l'augmentation du prix du gaz ne se ressentirait que sur 7% de la facture finale, en fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la logique coût marginal qu'on a aujourd'hui, qui ne garantit même pas de couvrir les coûts de production d'ailleurs. Donc tout faux. Et il y a également d'autres problèmes qui s'ajoutent à ça, une autre rustine, qui est que ça n'incite pas à construire des réacteurs pour garantir les réacteurs des centrales, gaz, charbon, fioul, des modes pilotables, pour maintenir en gros la production d'électricité à hauteur de ce qu'elle doit être sur la demande. Du coup, il y a eu une autre rustine qui arrive, je ne vais pas détailler sur ça, mais c'est le marché de capacité qui rémunère non pas l'énergie produite, mais la puissance, la capacité de production, pour essayer d'inciter de construire des centrales, parce que les dernières appelées, en fait, les centrales type turbine à gaz ou les petites centrales au fioul très flexibles, qui sont généralement appelées que pour couvrir les pointes hivernales, elles ne fonctionnent peut-être que 10% de l'année, et encore, c'était pas du tout rentable, en fait. Et si on voulait que, la logique, c'est que ce soit des privés qui continuent à s'en occuper, il faut rémunérer leur puissance, leur capacité à produire, et pas leur production effective. Enfin, tout ça, une espèce de tambouille faramineuse, extrêmement complexe, pour remplacer quelque chose qui se faisait avant beaucoup plus simplement, avec un monopole intégré, une politique électrique qui était décidée par l'État. D'ailleurs, aujourd'hui, la construction de centrales électriques est toujours décidée par l'État. Donc, au final, c'est une espèce de tambouille incroyable. C'est très difficile de s'y retrouver, et c'est peut-être même confus quand j'en parle, parce que c'est vraiment... Non, pas du tout. Non, mais bon, alors le côté décision par l'État, moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être justement parce que l'État a un peu trop décidé à la place d'EDF, notamment la fermeture de certaines centrales. L'État, mais finalement, effectivement, moi j'étais contre le monopole d'EDF, mais force est de constater aujourd'hui que c'était peut-être la bonne solution, en fait, parce que moi, j'ai 48 ans, c'est que les 2 dernières années où je me pose la question si je vais avoir assez d'électricité. Pendant 46 ans, la question ne s'est pas posée. J'allais avoir de l'électricité quoi qu'il arrivait, quoi. Donc c'est quand même une preuve que le monopole avait vraiment une légitimité, et d'autant plus que l'électricité n'est pas très chère. Cette logique de concurrence et de coût marginal, en fait, elle permet de dégager le maximum de profit quand on a des capacités de production qui sont à la limite de la consommation, en fait, quand on n'a pas vraiment de surcapacité de production. Parce que si on avait des surcapacités de production, finalement, le nucléaire remporterait une grosse partie, l'hydraulique pourrait aussi remporter une grosse partie, et avec ça, on pourrait réussir à peut-être avoir une flexibilité suffisante pour éviter d'utiliser les centrales au gaz qui ont la flexibilité qu'il faut pour
pour garantir l'équilibre consommation-production. Et ça, c'est pas dans l'intérêt des producteurs, oui, de la plupart des producteurs d'ailleurs. Et ça va pas dans la logique, dans la mécanique de ce coût marginal. D'accord. Et donc, alors je parlais du fait que pendant 46 ans, j'avais pas eu de problème avec l'électricité. Là, quand même, on parle, alors c'est ma deuxième question, en fait, on parle de pénurie cet hiver. Techniquement, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Est-ce qu'on risque vraiment d'avoir ces pénuries dont on nous parle vraiment tout le temps actuellement, y compris et surtout sur ma chaîne, mais dont on parle beaucoup? Ou est-ce que c'est un fantasme mis en avant peut-être également par l'État pour dire, regardez, finalement, je vous ai bien protégé et vous n'avez pas eu les pénuries qu'on s'attendait à avoir? Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est réel et qu'on risque vraiment de se retrouver avec des coupures d'électricité, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises? Alors, franchement, l'État a vraiment les pétoches aujourd'hui. Là, vu tout ce qu'ils nous sortent sur la sobriété, sur etc., on n'a jamais vu ça dans les autres années. Et pourtant, même l'année dernière, il y avait la ministre de la Transition écologique qui nous disait oh, ça va être compliqué de passer l'hiver, on va peut-être avoir des coupures, etc., parce qu'on avait des réserves de gaz qui étaient insuffisantes, grâce à une belle anticipation. Mais aujourd'hui, plus que tout, cette année et peut-être même plus l'année prochaine d'ailleurs, on a de gros problèmes, de gros soucis d'approvisionnement en électricité, parce qu'on est interconnecté sur la plaque continentale, évidemment, mais nos voisins allemands qui sont censés produire de l'électricité beaucoup plus au gaz que nous, ils n'ont pas les réserves adéquates. Et on sait très bien que l'un de nos principaux fournisseurs de gaz aujourd'hui a coupé les vannes. Donc ça, c'est en gros le grain de sable supplémentaire qui fait totalement pencher la balance. Parce que déjà, durant plusieurs années, on avait de moins en moins de capacité de production pilotable, due à tout ce que j'ai raconté précédemment, qui n'incitait pas à produire et à fournir de la capacité de production en électricité, à part sur de l'éolien intermittent et du solaire intermittent. Donc ça n'aide pas vraiment, surtout en hiver, où il n'y a pas beaucoup de soleil et le vent peut entrer du temps peu ne pas tourner, quand il y a un anticyclone en tout cas. Donc on réduit les quantités de production, enfin les capacités de production pilotables, on augmente les capacités de production intermittentes par des subventions, et on se retrouve à avoir un effet ciseau aujourd'hui où on n'a pas assez de capacité de production, et en plus on est en pénurie de gaz. Donc on en arrive à la situation de cet hiver, et concrètement, je ne sais pas s'il va y avoir des coupures, s'il faut, on va avoir un hiver clément, on va pas avoir trop de problèmes, et finalement, on va réussir à passer l'hiver. S'il faut, la Russie va nous ouvrir les vannes, je ne sais pas, par miracle, et on va pas avoir trop de problèmes. Mais ce qui peut se passer, concrètement, pour équilibrer le système électrique en cas de pépin, il y a 3 réserves différentes d'électricité. Il y a la réserve primaire, qui est là, si jamais il y a un déséquilibre offre-demande, donc consommation-production, que la consommation se met à dépasser la production maximale qu'on a à disposition, on va avoir une baisse de la fréquence du signal électrique, enfin de la tension électrique, qui est normalement à 50 Hz. Et cette baisse de la fréquence, contrairement à ce que j'ai pu dire dans ma dernière interview, d'ailleurs je corrige ça, ça ne va pas entraîner une baisse de la puissance ou quoi que ce soit, ça ne va pas se voir en fait pour le consommateur. Le seul problème de la baisse de fréquence, c'est que ça augmente la résistance à la rotation des machines tournantes qui produisent de l'électricité, donc les turbines. Et au bout d'une certaine résistance, on les coupe, on les enlève du réseau parce qu'elles risquent d'avoir des problèmes de casse, en fait. Ça risque de casser, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle un délestage. Et un délestage peut entraîner un autre délestage et peut faire une réaction en chaîne qui amène au blackout. C'est ça le problème de la baisse de tension. Donc, c'est pour ça qu'on veut de la baisse de fréquence, pardon. C'est pour ça qu'on veut limiter la baisse de fréquence. Et donc, dès qu'on a une chute de fréquence qui part de 50 Hz et qui diminue, on va avoir la réserve primaire qui va s'activer instantanément, qui représente, alors de mémoire, qui représente à peu près 3000 MW sur la plaque européenne, donc 3 gigawatts de puissance, il y en a 600 MW en France, qui s'activent instantanément. Donc ça peut être une augmentation de la puissance des réacteurs nucléaires de 20%, par exemple, à peu près, et qui doit normalement arrêter la baisse de fréquence. Pas la faire remonter, mais au moins l'arrêter. Pour faire remonter la baisse de fréquence, il faut qu'on soit en surproduction, donc on produise plus que ce que la consommation nous demande. Et donc là, on va avoir la réserve secondaire qui va s'activer, pareil, automatiquement, en moins de 15 minutes, et qui représente environ entre 500 et 1000 MW dans le pays où il y a le problème, et qui doit normalement faire remonter la fréquence jusqu'à son niveau de 50 Hz. Et si ça ne suffit pas,
On active alors la réserve tertiaire qui, là, est constituée d'effacements, en fait, d'effacements de consommation. Donc, il y a des effacements qui sont contractualisés. Donc, c'est des entreprises ou des particuliers qui disent oui, on accepte de signer un contrat, on aura l'électricité moins chère, mais si jamais on a besoin d'effacer de la consommation, on accepte de couper l'électricité. Voilà, c'est un équilibre économique qui est trouvé par les entreprises ou même par les particuliers. Et le risque cet hiver, c'est qu'on doit arriver à avoir des effacements envers des entreprises ou des particuliers. Ça dépend de la politique des pays. Je sais qu'en France, ils vont privilégier les entreprises. En Allemagne, ils vont privilégier les particuliers, de couper l'électricité, en quelque sorte. Et de faire, si ça dure trop longtemps, de faire des coupures tournantes. Donc, couper l'électricité pendant 2 à 4 heures à un certain endroit, pour quelques milliers, de centaines de milliers d'habitants. Et puis, on va tourner en France, on va faire ça dans des régions différentes. Donc ça, voilà. Ça, c'est un effacement en plus de ceux... Les premiers à se faire effacer, entre guillemets, c'est ceux qui ont signé un contrat disant qu'ils auraient de l'électricité moins chère, mais qui pourraient ne pas avoir d'électricité si jamais il y avait des problèmes. Mais là, ce dont vous nous parlez, c'est l'étape d'après où des gens qui n'ont rien demandé se retrouvent coupés pendant 2 heures. Exactement, pour éviter le blackout. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait arriver... C'est devenu probable pour cet hiver, oui. Alors qu'avant, c'était quasiment impossible. Enfin, ils ne pensaient même pas. Même si l'hiver dernier, il y a eu des effacements d'entreprises à certains moments. Pour cet hiver, c'est devenu beaucoup plus probable d'avoir des effacements de particuliers qui n'ont rien demandé. Voilà. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on arrive à France Télévisions à avoir un indicateur de la météo de l'électricité. Vert, tout va bien. Orange, ça pose problème. Rouge, attention, ça va couper. Et j'imagine que quand c'est noir, c'est que ça a coupé, du coup. Oui, c'est ça, oui. Marqué rouge, c'est bien. Vous voyez rouge sur France Télévisions, vous éteignez votre télé, c'est impeccable. Moi, c'est clair. Mais non, mais c'est bon. Moi, je suis impressionné qu'on en arrive là dans des pays développés, quoi. Ça me paraît complètement dingue. Je voyais aussi récemment une publicité où les gens vous vendaient en fait on conseillait aux gens d'acheter des tentes quechua, donc des petites tentes pour 2 personnes que vous mettez chez vous. En fait, vous mettez la tente chez vous dans votre salon et comme ça, vous consommez moins d'énergie parce que vous êtes dans la tente et ça se réchauffe plus vite. Donc, vous vivez dans une tente dans votre salon. Comme ça, vous n'avez pas besoin, vous pouvez couper vos radiateurs et tout et dépenser moins en électricité parce que voilà. Il y a des gens qui en sont là. C'était plus une pub en Belgique parce qu'eux, ils ont vu leur facture d'électricité augmenter de manière incroyable. Je crois que les Belges... Oui, ils n'ont peut-être pas de tarif régulier. Oui, mais je crois qu'ils payent, il me semble, en moyenne, entre 700 et 800 euros de plus par mois d'électricité pour un particulier. Qui a 700 ou 800 euros de plus à dépenser comme ça, quoi. Donc eux, ils en sont à on achète une tente quechua, on la met dans le salon, on éteint tout et comme ça sera moins on garde plus sa chaleur. Alors que finalement, l'électricité n'a pas vraiment coûté beaucoup plus cher à produire, si ce n'est pour le gaz, en fait. Le reste, ça n'a pas été impacté. Oui, mais eux, ils ferment leur dernière centrale nucléaire. C'est une autre question, mais... Cette semaine, ils ont fermé la dernière centrale nucléaire. Donc, bon. Oui, j'ai vu ça, Il y a sûrement des Belges qui me regardent, mais faut qu'ils arrêtent de nous faire rire, quoi. Il y a un moment, il faut vraiment arrêter les blagues. Mais bon. Et donc, alors, quelle est la... Donc, on voit cet hiver va peut-être être difficile à passer. Peut-être même l'hiver prochain aussi, ça va pas... Parce que vu qu'il faut du temps pour construire des capacités de production pilotables, une centrale nucléaire, c'est 10 ans au moins. Une centrale au gaz, à charbon, ça doit être 5 ans à peu près, un petit peu moins, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc les problèmes de production qu'on a aujourd'hui, ils ne vont pas se résoudre en un an. Ils vont durer... on aura peut-être réglé le problème du conflit avec Poutine et on aura peut-être accès au gaz. Oui, peut-être. Je ne sais pas. En un an, ça serait bien qu'on ait accès au gaz quand même. Mais si on prolonge le problème, le gaz, on n'en aura pas pour l'éternité dans le monde. Donc si on veut avoir une vision de beaucoup plus long terme, le gaz, aujourd'hui, la Russie va pas tarder à passer son pic.
On arrive à peu près sur un plateau, hein, de la production de gaz dans le monde. Le pic doit arriver à peu près dans les années 2025-2030. Et après, ce sera comme le pétrole, on aura de moins en moins. Donc, je ne suis pas sûr que de vouloir installer des centrales au gaz partout pour les 40-50 prochaines années, ce soit vraiment à propos pour un continent, au moins un pays, en France, où on est importateur net. Et ce qui nous envoie un peu à la troisième partie de cette interview, c'est quelles sont les solutions. C'est-à-dire qu'on voit donc qu'on a des risques de blackout cette année, peut-être l'année prochaine, qu'on est vraiment à la limite de nos capacités de production, qu'on va manquer de pétrole, qu'on va manquer de gaz, peut-être pas tout de suite, mais enfin, dans l'avenir, c'est des choses prévisibles. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à avoir une électricité comme moi je l'ai connue quand j'avais 20-30 ans, c'est-à-dire une électricité où ça ne pose même plus question. J'appuierai sur mon bouton, j'aurai l'électricité, j'aurai mon chauffage chez moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. Mais à un prix raisonnable en plus. Parce que... j'ai envie de dire, on l'a déjà fait, en fait. Parce que quand on est dans les années 73, avec le pic pétrolier, il y avait beaucoup d'électricité française qui était produite par les centrales au fioul. Il y a eu des coupures très importantes parce que le fioul s'est mis à avoir des prix extrêmement élevés avec le pic pétrolier. Donc, soit le prix augmentait, soit les gens arrêtaient d'utiliser de l'électricité. On était à peu près arrivé au même problème qu'aujourd'hui. On a fait quoi? On a lancé le programme nucléaire. D'accord. Programme nucléaire, électricité pilotable, bas carbone, même si à l'époque, ce n'était pas la priorité, et très, très concentré, ce qui fait qu'en termes de combustible à utiliser, ça ne pose pas vraiment de question. Il y en a en abondance sur Terre. On a des réserves pour au moins 5 ans d'exploitation du prochain... sur le territoire français, on a 5 ans d'exploitation du parc nucléaire en termes de réserve, d'uranium tout court. Et Orano, en termes de contrats faits pour des mines, ils ont 30 ans de visibilité. Et c'est sans compter les réserves qu'on a sur le territoire français d'uranium appauvri à être utilisé sur les réacteurs de 4e génération. Je pense qu'on en viendra tout à l'heure. Alors, ouais. Et donc, alors, l'uranium, oui, est un point important aussi, c'est qu'on peut en acheter dans pas mal de pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a le Canada qui en a, il y a Canada, pas mal de pays qui sont... Australie, Niger... Voilà. Donc au moins Canada, c'est pas un pays hostile, voire où c'est très dur de se fâcher avec les Canadiens, donc ça devrait bien se passer. On devrait toujours être approvisionné par eux. Même les Australiens, moyennant... Les Australiens, ça va bien. Pour le Niger, ça peut bouger, mais voilà, c'est bien réparti sur la planète. Du coup, si on se fâche avec un fournisseur, on peut en trouver un autre assez facilement, quoi. Voilà. Et comme j'ai dit, il y a quand même une capacité de stockage importante. Donc, même si on se fâche avec un fournisseur, on a 5 ans pour bondir. Oui. Pas 6 mois. Ouais. On n'a pas 6 mois. Et le nucléaire, alors, est-ce que c'est... Ce qu'il y a, c'est que c'est très long pour relancer une... Aujourd'hui, si on veut relancer un programme nucléaire correct, il va déjà falloir attendre pas mal d'années avant d'avoir quelque chose qui sort, quoi. Exactement. Là, on peut regretter le manque de vision stratégique de long terme de notre État, qui n'est plus stratège aujourd'hui, c'est d'avoir, en gros, fait la girouette en fonction de l'électorat, en fonction des aléas qui ont pu intervenir dans le monde. Donc, je pense notamment à Fukushima, qui a mis un coup d'arrêt au nucléaire en Allemagne et qui a bien freiné le nucléaire en France, alors que finalement, quand on regarde les résultats, Fukushima n'a fait... les impacts radiologiques de l'accident nucléaire, je ne parle pas du tsunami, on fait bien la différence, n'ont causé aucun mort et ne causeront aucun mort au Japon. C'est Munskar qui le dit. Il n'y a pas de raison de penser le contraire, vu toutes les études scientifiques qu'il y a eu sur ce sujet. Et donc, ce manque de vision stratégique fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir une grosse partie de notre parc nucléaire qui doit être en maintenance pour faire le grand carénage, pour prolonger leur durée de vie de 10 ans, voire même de 20 ans, pour aller jusqu'à 60 ans. Aux États-Unis, je sais qu'il y a même des réacteurs qui ont l'autorisation de fonctionner jusqu'à 80 ans. Alors que à la conception, la durée de vie minimale qui était garantie, c'était 40 ans. Mais est-ce que c'est dangereux de prolonger comme ça une centrale de 40 à 80 ans, comme vous le dites? Est-ce qu'on ne prend pas un risque?
Alors, dans tous les cas, pour toutes les sources d'énergie, il y a un risque. Ça, il faut s'entendre sur ça. Prolonger un barrage, par exemple, au-delà de sa durée de vie, par exemple, ce serait un risque aussi. Ça, c'est sûr. Après, c'est savoir est-ce que le risque est acceptable. Dans le nucléaire, on a tendance à vouloir absolument minimiser tout risque. Ce qu'il faut bien comprendre pour les réacteurs nucléaires, c'est que tout peut se remplacer dans un réacteur nucléaire. Il n'y a rien de vieux à l'intérieur, concrètement. Les turbines se changent, les générateurs de vapeur se changent, les morceaux de tuyauterie se changent, les vannes se changent, tout se change. Les seules choses qui ne se changent pas dans un réacteur nucléaire et qui n'ont jamais été changées, parce que tous les 10 ans, il y a une espèce de ce qu'on appelle une visite décennale, c'est un check-up tous les 10 ans complet de la centrale pour demander à l'autorité de sûreté l'autorisation de fonctionner 10 ans de plus. Et à cette occasion-là, on change beaucoup de morceaux. Et les seules choses qui ne se changent pas, c'est l'enceinte de confinement en béton, qui est à l'extérieur de la centrale, c'est une espèce de gros dôme en béton qu'on voit. C'est à l'intérieur où il y a le cœur du réacteur, le générateur de vapeur et tout ça. Et c'est la cuve qui contient le combustible. Ça, ce sont les deux choses qui ne peuvent pas changer. L'enceinte extérieure, comme elle est facilement accessible, on peut toujours garantir son étanchéité par des réparations, par des ajustements, comme on garantit la tenue des barrages aujourd'hui pour prolonger leur durée de vie. Pareil. Et donc, le paramètre dimensionnant de la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est la cuve, c'est le vieillissement de la cuve. Et comment vieillit une cuve en métal, du coup, c'est par l'irradiation qu'elle subit. Donc, quand on fait des réactions de fission à l'intérieur de la cuve, il va y avoir des neutrons qui sont censés perpétuer la réaction de fission, faire la réaction en chaîne, et il y en a certains qui vont s'enfuir, en quelque sorte, de l'extérieur de la cuve. C'est normal, on ne peut pas tous les maintenir à l'intérieur. Et certains vont interagir avec les atomes de la cuve, ils vont les déplacer, et comme la cuve a un maillage atomique très particulier qui lui permet d'avoir une certaine tenue sous la pression qui est à l'intérieur du circuit primaire, à l'intérieur de la cuve, 155 bars, le fait de déplacer ces atomes-là, ça va la rendre un peu plus ductile, un peu plus flexible, et ça va augmenter sa probabilité, en quelque sorte, de rupture sous pression, à cause de la cuve, à cause de la pression qui se passe à l'intérieur du réacteur. Et du coup, ce que l'on vérifie à chaque visite décennale, on a des espèces d'éprouvettes, donc des morceaux de cuve indépendants de la cuve à l'intérieur du réacteur. On va en extraire une à chaque visite décennale et on va regarder quel a été son endommagement neutronique, donc la fluence, on appelle ça, quelle a été la fluence qu'elle a subie, pour après, avec des calculs et simulations, vérifier que la cuve peut tenir 10 ans de plus, peut tenir une fluence sur 10 ans de plus. Et par rapport à la conception, aujourd'hui, on fait une gestion du combustible que l'on met à l'intérieur tellement optimisée, on l'a tellement optimisé, qu'on a réduit la fluence cuve par rapport à ce qui a été imaginé à la conception. Et donc, en fait, on a réduit le vieillissement théorique de la cuve par rapport à ce qui avait été prévu. Et c'est pour ça que finalement, au lieu de fonctionner 40 ans, on peut fonctionner 10 ans de plus, parce que le vieillissement est moins important que ce qu'on avait prévu, parce qu'on a optimisé la gestion du combustible à l'intérieur de la cuve. D'accord. Donc, la notion de vieux ou pas vieux pour un réacteur nucléaire, c'est pas vrai, en fait. Sur Fessenheim, quand on l'a arrêté, tout avait été refait à neuf 3 ans plus tôt, je crois. 3 ou 5 ans plus tôt. D'accord. Oui, donc Fessenheim, c'était une centrale qui pouvait continuer à fonctionner. Oui, et puis l'autorité de sûreté nucléaire le disait d'ailleurs. Fessenheim était l'un des réacteurs les plus sûrs du parc nucléaire français. D'accord. Et c'est un réacteur qu'on peut rallumer, peut-être, du coup, pour revenir aux solutions qu'on cherchait. C'est un réacteur qu'on peut rallumer pour relancer une électricité nucléaire un peu plus importante chez nous ou... En théorie, vu que le démantèlement, il me semble, n'a pas commencé, on pourrait. Aujourd'hui, par exemple, les Japonais, qui ont arrêté leur réacteur nucléaire après Fukushima, en rallument. Ils en rallument beaucoup. Il s'est passé du temps depuis Fukushima, parce qu'ils n'ont pas démantelé le réacteur. Ils ont juste vidé la cuve, ils ont enlevé le combustible et basta. Donc en théorie, ça se pourrait. Mais aujourd'hui, quitte à ce qu'elle soit arrêtée, je sais pas. Ça nécessiterait des calculs économiques, etc. Pour savoir si c'est vraiment intéressant de la rallumer ou plutôt de mettre beaucoup plus d'argent sur les EPR2 ou sur les réacteurs de 4e génération. Et l'autorité de sûreté en France est tellement exigeante, à mon avis, elle serait très frileuse sur le fait de rallumer un réacteur comme ça, qui n'a pas eu de maintenance depuis quelques années. D'accord. Parce qu'on a autant on a un producteur d'électricité nucléaire qui est très très zélé en quelque sorte, qui monte patte blanche la plupart du temps, notamment avec la corrosion sous contrainte. On a été très très transparent avec EDF. Autant on a une autorité de sûreté nucléaire qui est aujourd'hui devenue extrêmement exigeante.
au point même de, à mon avis, ça n'engage que moi, au point même de tirer une balle dans le pied du nucléaire. Notamment vis-à-vis des réparations sur les tuyauteries vapeur de Flamanville, qui a entraîné un décalage sur son démarrage. EDF avait proposé de faire les réparations à la fin du premier cycle, parce que la probabilité qu'il y ait un problème était minime, en fait, était extrêmement mince vis-à-vis de là où était le problème et quelle était la nature du problème. L'autorité de sûreté n'a jamais voulu. D'accord. Et alors, du coup, bon, donc on peut pas, enfin, c'est pas sûr que ce soit intéressant de rouvrir Fessenheim. Du coup, comment faire pour vraiment s'assurer de l'électricité à un prix acceptable dans les années qui viennent? C'est construire des nouvelles centrales. Enfin, parce que si on démarre la construction de nouvelles centrales aujourd'hui, on en a 15 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pas... Je ne vais pas vous cacher que les 10 prochaines années vont être compliquées. Les 10 prochaines années vont être la conséquence réelle du manque de vision stratégique de long terme de notre État, de la libéralisation du marché de l'électricité, de la mise en concurrence, tout ça. On ne l'a pas subi sur le moment, les conséquences néfastes, on ne les a pas subies sur le moment, on va les subir après. Il y a un léger décalage, un peu comme le réchauffement climatique, il y a 20 ans de décalage, 20 à 40 ans de décalage sur le réchauffement climatique. Là, on a 10 ans de décalage, en gros. 10 à 20 ans de décalage. Ça va être très compliqué les 10 prochaines années, jusqu'à ce qu'on refasse un vrai programme nucléaire français. Donc, le président Macron a annoncé la construction de 6 EPR2, 14 si ça se passe bien les 6 premiers, mais c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que on a à la fois comme ambition de restabiliser notre production d'électricité. Donc ça nécessite quelques réacteurs. Pas beaucoup, mais ça nécessite quelques réacteurs. On a l'autre ambition d'augmenter la production d'électricité au total pour essayer de réduire notre consommation de pétrole et de gaz en dehors de la consommation d'électricité, donc pour faire des voitures électriques ou des voitures à hydrogène, ou pour produire de l'hydrogène, voire même du gaz synthétique. Ce que je promeus un peu dans mon livre. Surtout si on a des réacteurs de 4e génération, on peut se permettre de faire ça. Et la dernière ambition, c'est aussi de compenser l'arrêt des réacteurs nucléaires français, les 900 MW, qui vont intervenir, 32 réacteurs de 900 MW, qui vont intervenir si on les prolonge au plus loin, donc à peu près à 60 ans, j'estime à 60 ans, ça va intervenir en 2040. Donc il va falloir qu'on compense cette chute-là aussi. Ouais. Donc, en fait, on va devoir faire l'équivalent du programme nucléaire entre les années 70 et 80, c'est-à-dire entre les années 80-90, on a construit 46 réacteurs en 10 ans. Ce qui est énorme. On va devoir faire la même chose. On va devoir faire la même chose sur 30 ans, au moins. Pendant 30 ans. D'accord. Ah oui, c'est un sacré objectif quand même. À mon avis, c'est un grand plan national qu'il faut faire. C'est un énorme objectif. Et alors, les réacteurs de 4e génération dont vous parliez, c'est quoi? C'est une nouvelle forme de réacteur nucléaire? Enfin, qu'est-ce qui les caractérise, sans rentrer dans l'idée de la fission ou de je ne sais quoi, mais qu'est-ce qui les caractérise qui fait qu'ils sont plus intéressants que ceux qu'on est en train de construire, là, les EPR2? Ils sont plus intéressants parce qu'ils permettent, contrairement aux réacteurs actuels qui ne peuvent exploiter que la capacité énergétique d'à peu près 1%, 1 à 3% d'ailleurs. Ça dépend si on fait du combustible avec du plutonium ou pas. Mais 1 à 3% de la capacité énergétique de l'uranium naturel, donc on trouve naturellement dans notre sol aujourd'hui. Les réacteurs de 4e génération peuvent, en théorie, exploiter 100% de la capacité énergétique de l'uranium naturel. Si on prend en compte des pertes de rendement ou des limites techniques, on peut arriver à 80-90%. Mais le fait est qu'on arrive à décupler fortement la capacité énergétique exploitable dans l'uranium naturel. C'est sans compter d'ailleurs la capacité énergétique contenue dans le thorium. Vous avez peut-être entendu parler du thorium. C'est pas une révolution en soi, c'est un équivalent à l'uranium 238, le thorium 232, dans sa manière de l'exploiter, sauf qu'on estime qu'il y en a 2 à 3 fois plus sur Terre. D'accord, donc c'est des réacteurs nucléaires qui nous donneraient, la possibilité de dépenser
la nécessité d'avoir moins d'uranium pour fournir la même puissance électrique, C'est ça. et qui en plus pourrait utiliser un autre produit, donc le thorium, que l'on trouve en beaucoup plus grande quantité que l'uranium. C'est Exactement. ça. Donc là, ça nous donne vraiment des capacités de production d'énergie qui sont extrêmement grandes. Donc pour la France, comme j'ai dit dans la dernière interview, j'avais estimé ça à 2000 ans, à hauteur de la consommation énergétique primaire qu'on a en France. Et quand je dis primaire, c'est pétrole, gaz, charbon, biomasse, éolien, photovoltaïque, hydraulique, c'est tout inclus, tout ce qu'on consomme. Si on veut augmenter notre consommation d'électricité, ça va être peut-être un peu moins. Mais bon, 2000 ans, ça nous donne une capacité. Et ça, c'est juste avec l'uranium appauvri qu'on a dans les entrepôts en France. C'est même pas en creusant. C'est même pas en allant chercher l'uranium qu'on a sous terre. Et si on étale ça au niveau mondial, en considérant à la fois les réserves d'uranium appauvri qu'ont certains pays, la Russie, les États-Unis, la France, qui est spécifique à la possibilité, enfin, au fait d'enrichir le combustible. Donc cette technologie, tout le monde ne l'a pas. Et si on considère en parallèle les réserves d'uranium naturel que l'on a dans le sol, qui reste dans le sol, à la fois prouvées et puis estimées, on peut satisfaire la demande énergétique primaire mondiale. C'est autre chose que la France, là c'est pour le monde, pendant 1600 ans. Sans considérer l'uranium marin également, parce qu'il y a l'uranium dans les océans qui, certes, est un peu plus cher, à la fois en raisonnant en termes d'argent, mais aussi en termes d'énergie à extraire. Mais comme je vous ai dit, on reboucle avec ce que j'ai dit précédemment, comme le coût de production d'électricité nucléaire est essentiellement détenu dans la construction des réacteurs et pas forcément dans le combustible, aujourd'hui, le combustible, c'est que 17% du coût de production de l'électricité nucléaire, et c'est 5% de ce que l'on a dans notre facture d'électricité finale, parce qu'il faut rajouter les taxes, il faut rajouter le renforcement l'argent qu'on met dans le réseau, etc. Donc c'est à peu près que 5%. Donc même si on double le prix de l'uranium demain, ça se ressentirait quasiment pas sur le prix de l'électricité à la fin. D'accord. Donc ça nous donne encore plus de visibilité, d'ambition possible sur les stocks d'énergie. Donc ces réacteurs nucléaires de 4e génération, donc, pour résumer rapidement, rien qu'avec l'uranium qu'on a aujourd'hui en France, ça nous rend autonome pour 2000 ans. Ça remplace tout ce qu'on... Même le pétrole, le gaz, etc., ça remplace tout ce qu'on a pendant 2000 ans. Exactement. Donc on est complètement indépendant énergétiquement. Est-ce que ils ont techniquement, ils sont prêts, ils fonctionnent, ces réacteurs nucléaires, ou ils sont encore dans des bureaux d'études quelque part dans le monde, hein, je veux dire, est-ce que techniquement, ils fonctionnent quelque part dans le monde, ou est-ce qu'ils sont sur des bureaux d'études d'ingénieurs comme vous, qui ont des brillantes idées, mais après, il faut se heurter au réel? Alors, ça dépend des types de réacteurs. Aujourd'hui, réacteurs de 4e génération, ça englobe un certain nombre de technologies différentes de réacteurs, dont les 3 principales qui sont développées aujourd'hui sont les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. On a été très bon dans le passé en France pour faire ça. Ça a été notamment Phénix et Super Phénix qui ont été un début de réacteur de 4e génération. En tout cas, ils fonctionnaient avec cette technologie. Ils cochaient peut-être pas toutes les cases du réacteur de 4e génération parce qu'il y a des contraintes très spécifiques. Mais c'était des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium qui pouvaient être surgénérateurs, qui pouvaient exploiter l'entièreté de la capacité énergétique de l'uranium naturel. Ça, on les a eu en France. Donc, c'était vraiment une technologie qui a existé, qui a été construite à échelle industrielle. Les Russes ont 2 réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui à échelle industrielle. Les Chinois en ont 1. Donc, cette technologie existe vraiment et elle peut être déployée. On a également les réacteurs à sel fondu qui, eux, sont plus encore à l'état de réacteurs papier. Et les Chinois ont commencé, je crois, la construction d'un réacteur à sel fondu. Ça, c'est un autre type de réacteur de 4e génération. Et puis, on a aussi les réacteurs à très haute température qui sont qui sont à peu près au même stade que le réacteur à sel fondu. Aujourd'hui, le réacteur de génération 4 le plus avancé, c'est le réacteur à neutrons rapides refroidis au sodium. Mais en France, en arrêtant Super Phénix prématurément, en ne continuant pas la recherche, en n'investissant pas suffisamment d'argent dans la recherche, en arrêtant le programme Astrid, qui devait lui refaire encore un équivalent à Super Phénix, mais en palliant aux problèmes qu'on a eu sur Super Phénix,
dans la perspective de développer à échelle industrielle vraiment un nombre important de réacteurs de quatrième génération refroidis au sodium, on a pris énormément de retard. Donc si on voulait demain se lancer dans la quatrième génération, à mon avis, ça mettrait au moins 10 ans avant qu'on arrive à refaire un réacteur de quatrième génération, un premier modèle, qui coûterait évidemment très cher, parce que c'est le but d'un premier modèle, hein, ça coûte très cher, puis après de le faire en série. Mais je pense qu'on mettrait au moins 10 ans à le faire. Si on va très vite, peut-être 8, et encore. Après, il faut compter peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans d'exploitation pour essayer de trouver quels sont les problèmes, et puis on peut commencer à le lancer en série. Donc ça mettrait quand même encore un certain temps. 15 ans. Mais 15 ans, c'est le PR2 aujourd'hui aussi. D'accord. Le PR2, il n'est pas sorti, et il va falloir une bonne quinzaine d'années pour le faire. Après, ça n'empêche de faire les deux en parallèle, si on voulait vraiment s'y donner les moyens. Et à mon avis, ça vaudrait le coup de faire les deux en parallèle. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité, cette quatrième génération. Non. C'est en France. Non, c'est pas d'actualité. Non. De ce que j'ai compris du plan nucléaire du président, c'est lancer des EPR2, lancer des SMR, donc des Small Modular Reactors, des petits réacteurs modulaires. Il y a deux types de petits réacteurs modulaires. Il y a un type qui fonctionne avec la même technologie que l'EPR, par exemple. C'est des réacteurs à eau sous pression qui ne peuvent exploiter que 1% de l'uranium naturel. Donc eux, c'est juste pour avoir des modèles réduits et constructifs, qui peuvent être construits en série. Et après, il y a un autre type de petits réacteurs modulaires comme ça qui peut exister, qui utiliserait de la quatrième génération. Mais ceux-là, ils sont pas à la marge. D'accord. Ils sont à la marge, ils sont pas vraiment d'actualité de ce que j'ai compris, même s'il y a certaines startups qui envisagent d'en faire. L'intérêt de ces petits réacteurs, c'est quoi? C'est d'aller alimenter une ville toute seule ou un truc comme ça? Alors, pour moi, l'intérêt principal de ces petits réacteurs, si on veut vraiment décarboner l'électricité mondiale, c'est d'aller dans des pays qui n'ont pas les connaissances et le personnel pour pouvoir exploiter des réacteurs type EPR, c'est de pouvoir mettre ces petits réacteurs-là qui sont beaucoup plus simples à utiliser dans des réacteurs qui seraient tentés d'utiliser le charbon. Ça permettrait de substituer le charbon avec ces petits réacteurs, et ça permet également de mettre ces réacteurs-là dans des zones insulaires, des îles par exemple. Donc pourquoi pas mettre des réacteurs comme ça en Corse, à La Réunion, dans les Antilles, pour qu'ils arrivent à se passer de centrales au gaz ou au charbon. D'accord, oui. Pour moi, c'est les principaux atouts que je trouve. Il y en a d'autres qui diraient qu'ils sont peut-être plus facilement pilotables, donc plus facilement modulables, donc ils pourraient monter en puissance plus facilement, etc. Mais aujourd'hui, si on a des réacteurs même type EPR, si on veut monter de la puissance, on les monte de 3% en termes de puissance, et puis on a beaucoup de mégawatts injectés sur le réseau. Donc pour moi, c'est pas tant un sujet. Le dernier sujet qui m'inquiète davantage, c'est que ça permettrait aux entreprises privées de devenir producteurs nucléaires plus facilement. Parce que ce sont des réacteurs qui nécessitent un investissement initial beaucoup plus faible, qui ont un temps de retour sur investissement qui est beaucoup plus court, et donc les entreprises ont beaucoup plus de facilité dans une logique de marché aujourd'hui, beaucoup plus de facilité à aller vers ce système-là qu'à aller vers des gros réacteurs nucléaires comme on a fait jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'il me semble que j'ai lu deux articles. Un article qui disait que la NASA faisait appel à des entreprises privées pour des tout petits réacteurs nucléaires qu'ils enverraient sur la Lune. Tout simplement parce que si on a une base lunaire, sur la Lune, il fait nuit 6 mois, et s'il fait nuit 6 mois, les gens ne peuvent pas vivre. Donc, ils ne peuvent pas mettre de panneaux solaires pour créer de l'énergie. Il n'y a pas de vent non plus, donc pas d'éoliennes. Donc, il faut des petits réacteurs nucléaires, et a priori, ils vont passer par le privé pour travailler sur ces micro-réacteurs nucléaires. Et le deuxième article que j'avais lu, c'est que Bill Gates travaillait beaucoup actuellement justement sur des petits réacteurs nucléaires capables d'alimenter presque un bâtiment, enfin quelque chose de vraiment petit, qui est fait pour très peu de monde, mais qui permettrait d'être mis absolument partout parce que ça permet une grande souplesse, quoi. Ça permet une grande souplesse, mais multiplier
En fait, le réseau électrique, il a été optimisé, il a été fait jusqu'à maintenant pour avoir une structure arborescente qui va de moyens de production d'électricité concentrés en puissance et concentrés à un endroit donné, géographique, typiquement des centrales à charbon, gaz, pétrole, nucléaire et des centrales hydrauliques, vers plus une consommation qui est diffuse, qui est répartie sur tout le territoire et donc on va vers une production centralisée, un transport d'électricité avec une haute tension et on va réduire la tension au fur et à mesure vers des consommateurs qui sont plus petits. Si on se met à avoir, une structure qui est totalement, dispersée avec une production qui est aussi diffuse que la consommation quasiment, et une consommation qui est également diffuse, on doit avoir un réseau électrique, en fait, de basse tension qui doit couvrir tout le territoire et qui a une consommation de matière faramineuse, en fait. Une consommation de cuivre, enfin, tout ce qui fait l'infrastructure électrique aujourd'hui, on va devoir démultiplier ça. Et c'est le problème que nous posent les éoliennes et les panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité, non pas à haute tension, je ne crois pas d'ailleurs, peut-être les offshore, ils vont produire de la haute tension, mais à basse tension, et qui doivent être injectés directement sur le réseau de distribution. Et quand c'est des panneaux photovoltaïques qui sont chez des particuliers, c'est que le particulier devient consommateur, mais aussi producteur à la fois. Donc la gestion du réseau avec ça, c'est une usine à gaz. C'est compliqué. Ce qui fait augmenter les coûts de maintien du réseau. C'est pour ça que la partie de notre facture d'électricité qui est là pour maintenir les coûts du réseau a augmenté au fur et à mesure des années et continue à augmenter, va continuer à augmenter, justement en raison de l'intégration des modes de production intermittents aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, Maxime Amblard, merci pour cette interview. Merci à ceux qui nous ont regardés. Comme toujours, si vous aimez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lui mettre un like et à la commenter. Et à tous, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.